Bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission. C'est le moment de l'instant matin. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr Fatiha Hamouten. Elle est là ce matin avec nous. Nous allons parler d'un sujet qui la passionne pratiquement tous les professionnels en médecine. Et nous allons parler donc du diabète. Et nous avons le plaisir de recevoir Fatiha Hamouten. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va, docteur? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je vais vous demander d'abord de vous présenter succinctement, si vous voulez bien. Bon, je suis Dr Hamouten, endocrinologue, diabétologue, métaboliste. Je suis dans le privé depuis plus de 30 ans, mais je n'ai jamais quitté tout ce qui est... j'ai toujours été près des hospitalo-universitaires. Je suis la vice-présidente, j'étais la vice-présidente, parce que c'est la fin du mandat, de la Société savante de diabétologie. Et je suis aussi la vice-présidente de l'Association nationale de l'éducation sanitaire. Et je suis à fond dans la sensibilisation de la population. C'est mon travail que j'ai fait les 25 dernières années dans la région de Ain Fla. Donc justement, un événement qui vous a marqué, vous en êtes sortie ravie, heureuse, et vous allez nous en parler aujourd'hui. Donc ça s'est passé donc au centre culturel de Jamal Kbir. Voilà, donc un séminaire très important où vous êtes, on va dire, sorti avec des informations extraordinaires, que ce soit pour vous ou pour le grand public. Grand public. Alors c'est le 26e congrès de la Société savante de diabétologie. D'accord? Et donc, ça s'est déroulé le 13 et 14. Déjà, ça a été emblématique. On a choisi, ils ont choisi le Jama' al-Kbir. D'ailleurs, Dr Shkat, c'est lui qui nous a fait l'ouverture, nous a parlé de l'histoire, justement, de la vigerie, etc., de Mohammedia, de son histoire. Et dans ce congrès, qui est 100% algérien, ça veut dire qu'il y a eu ceux qui ont organisé donc, le congrès. Il y a eu donc professeur Azoug, professeur Awish et professeur Barhous. C'était des thèmes excellents qui ont été choisis, et je vous assure que c'était du top niveau. Puis les salles étaient combles jusqu'à très tard le soir, les ateliers étaient complets, les ateliers, les sessions d'ateliers, vraiment c'était magnifique. Alors pourquoi le 13 et 14 exactement novembre? 14 novembre, c'est la journée mondiale. La journée mondiale, donc c'était l'occasion de célébrer la journée mondiale, mais en fin de compte, c'est tout le mois de novembre où on célèbre la journée mondiale du diabète. Du diabète, donc voilà. Une maladie, hélas, qui aujourd'hui gagne du terrain. Absolument, un nombre silencieuse aussi comme maladie. Tueur silencieux, comme tout le syndrome métabolique, c'est-à-dire comme la tension, les maladies cardiovasculaires, comme les dyslipidémies. C'est des maladies tueuses, si vous voulez. Et en plus, on ne la sent pas venir. Heureusement qu'il y a beaucoup de choses que le diabétique a récupéré de la vie. Avant, il vivait moins de 25 ans par rapport à la population normale. Maintenant, on sait que le diabétique, il a gagné de la vie. Il a par rapport à un sujet âgé, c'est-à-dire qu'il peut vivre avec un âge beaucoup plus avancé, avoir à peu près, par rapport à une personne du même âge, vivre un peu 7 ans ou 5 ans de moins que cette personne. Donc c'est déjà... avec une très bonne qualité de vie aussi. Avec une très bonne qualité de vie. Nous avons les diabétiques de type 1 qui mouraient très jeunes avec des complications. Maintenant, on les voit, ils pètent la santé, ils font du sport. Donc les thèmes qui ont été choisis dans ce congrès, toutes les facettes du diabète. Alors il y a eu le diabète de la personne âgée, le diabète et les maladies rénales, les maladies cardiovasculaires et le diabète, l'obésité, les dyslipidémies, il y a eu tout. D'ailleurs l'ouverture, elle a été faite juste après Shkat. Il y a eu le professeur qui a été ramené, qui fait de la recherche. Elle fait partie du centre de recherche des biotechnologies de Constantine. D'accord. Professeur Sobhi. Alors elle fait de la recherche pointue pour vous dire que les avancées en Algérie, on a fait un bond. D'accord. Alors elle fait de la recherche. Alors il y a des populations prédisposées à faire du diabète de type 1, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des anticorps mais n'ont pas encore fait la maladie. Donc elle s'intéresse à faire cette recherche pour voir comment protéger cette cellule bêta. Elle expliquait que le diabète de type 1, c'est une destruction de la cellule qui produit de l'insuline. Par qui? Par les auto-anticorps. C'est-à-dire les auto-anticorps, nos soldats qui doivent se défendre, tuer les bactéries, Alors ils tuent ces microbes, après ils cherchent, et puis ils retrouvent que un bout de la partie de la cellule, vulgairement on pourrait expliquer, ressemble à ce virus. Donc ils vont s'attaquer à cette cellule. Et elle cherche donc sur le plan cellulaire
comment protéger contre ces anticorps, voilà. Donc c'était, elle nous a... Ces recherches-là que ce professeur est en train de faire, est-ce que ça pourra, par exemple, nous prévenir bien avant? Par exemple, on est sain, on n'a aucune maladie, pas de diabète ni rien, mais on pourra savoir qu'on a un risque dans quelques années. Alors ça, je parlais du diabétique de type 1, c'est-à-dire ceux qui ont un trouble immunitaire. Okay. D'accord. Donc elle fait cette recherche. La recherche commence d'abord sur l'animal, on teste, après on fait sur l'être humain, c'est comme quand on invente les médicaments. Oui. Pendant des années, après au bout de 30 ans, que le médicament sort avec l'étiquette, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc si on peut voir, c'est-à-dire dans le diabète, c'est très difficile de diagnostiquer. Mais dans le diabète de type 2, c'est suivant, est-ce qu'on est en population à risque? C'est pour ça que maintenant, toute femme qui fait une grossesse, on pose des... Justement, non, excusez-moi. Juste avant d'arriver donc au diabète gestationnel, je voudrais qu'on donne des chiffres un petit peu à propos donc de la population diabétique en Algérie. Alors, on était arrêté à 14, quelque chose, 14% de la population qui était diabétique. Oui. Connue, diagnostiquée. Actuellement, les derniers chiffres que nous a donné donc professeur Haddam, c'est 17,3, il me semble, je ne retiens pas très bien le virgule, c'est 17% de la population qui est diabétique connue. Donc on dit que derrière chaque diabétique se cache un diabétique non connu. D'accord, ça c'est une idée qu'on n'a pas, qu'on ne se met pas vraiment en tête. Donc derrière chaque diabétique, il y a se cache un autre diabétique, mais depuis qu'on fait beaucoup de journées de sensibilisation, de dépistage, donc on dit derrière 2 diabétiques se cache un diabétique. D'accord. D'accord, voilà. Le problème du diabète, on a dit que c'est une maladie silencieuse. Alors il y a des gens, par exemple, ils trouvent une glycémie à 1,60 et après il fait un régime pendant une semaine, elle baisse la glycémie, il se dit ça y est, on m'a dit le laborantin, on m'a dit que je ne suis pas diabétique. Il ne va même pas voir les gens qui sont qualifiés pour ça, qui font ça, c'est leur dada, c'est-à-dire il va lui rechercher ses antécédents familiaux, les facteurs de risque, son régime alimentaire, son activité physique pour lui dire est-ce que vous n'êtes pas en pré-diabète. Le fait d'être en pré-diabète est un risque cardiovasculaire avant d'arriver dans le diabète. D'accord. D'accord. Donc, vous voyez, donc alors 17% représente le chiffre de diabétiques connus. Il y a des diabétiques cachés qui ne sont pas connus, mais alhamdoulilah, la population a tellement été sensibilisée que les gens, oui, j'ai un frère diabétique, je vais chaque année faire les analyses. On sent, moi je vous assure qu'on le sent, et puis le rôle de la radio, de votre télévision, des médias, c'est vrai. Alhamdoulilah, moi dans ma région à Indefla, la radio nous a énormément aidé dans la sensibilisation de la population, moi-même depuis 2008, à faire des émissions de radio et d'autres médecins, à dire que les gens sont à l'écoute. Quand vous êtes un KOL, ils croient en vous, ils savent que vous êtes, ils vous suivent. Donc voilà, 17% à peu près de la population. Ça fait peur, mais c'est mondial aussi. C'est mondial, il faut absolument, c'est un fléau mondial. Voilà, mais il faut rappeler qu'on est dans la région MENA. Dans le Middle East and North Africa, c'est la région la plus pourvoyeuse de diabète et de maladies d'obésité, de maladies cardiovasculaires et puis des cancers qui viennent avec cette obésité, cet état de santé. Donc, dans le congrès, on a parlé de tout ça. On a d'abord ciblé la femme enceinte. Donc, ce fameux diabète gestationnel. Donc, il y a des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, qui sont une population risque de faire un diabète gestationnel. Donc très tôt, si elles font des ovaires polykystiques, si elles ont un peu d'obésité abdominale, si elles sont sédentaires, si elles mangent très mal, il faut commencer très tôt à faire du sport, et le jour où elles arriveront et elles feront un diabète gestationnel, il sera pris en charge parce qu'elles ont un peu retardé, si vous voulez, l'évolution de leur syndrome métabolique, et bien tout se passera bien. Un diabète gestationnel, malheureusement, il y a eu 2 études de 2 professeurs. La première étude d'Oran, menée par le professeur Merad, qui a suivi pendant 5 ans ces femmes diabétiques qui font des diabètes gestationnels, donc un diabète pendant la grossesse. Il les a suivies pendant 5 ans. Alors, la conclusion... Après, donc, voilà, après il les a suivies. Donc, quelle a été... Il dit que ces femmes, il y a eu 75% de ces femmes qui disparaissent. Elles font une grossesse, elles font un diabète, elles ne veulent plus entendre parler de ce diabète. Non, c'est ça, suivre votre diabète. Il va vous récupérer, mais en plus sévère. Et c'est ça la conclusion du professeur Merad. Ça sera un diabète plus progressif et plus sévère.
qui va arriver. Donc, il ne faut pas être négligente. J'ai fait un diabète gestationnel, je vais faire du sport, je vais faire du régime, pas de limonade, une hygiène de vie, et comme ça, elle sera mieux. C'est ça le message de... Et il a aussi, voilà, à peu près, il y a une autre étude par professeur Chengriha qui, elle aussi, a suivi pendant 5 ans ces femmes qui ont fait un diabète gestationnel. Et la même chose, donc elles sont négligentes, elles oublient leur maladie. Mais bon, ces études sont là, donc déjà on récupère, on est en train de rappeler déjà les malades. récupérer toutes ces informations, déjà Oui. pour avoir, on Voilà. va dire, un état réel, état réel des voilà. lieux. Mais ça se passe, la prise en charge déjà est meilleure, donc elles font des enfants qui ont moins de risques. Alors dans l'étude du professeur Chengriha, la conclusion qui a été, c'est de dire que l'allaitement exclusivement au sein pendant presque 2 ans va protéger cette population de femmes qui ont fait un diabète gestationnel. Elles éloignent de 50% le diabète de type 2. Par contre, elles guérissent de 50%. Donc déjà, ça. Deuxièmement, une activité physique. C'est pour ça que commencer très jeune à l'école de faire du sport. Quand on a commencé très jeune, il n'y a aucun problème. Même quand on prend du poids, on reste sportif. On l'a fait pendant sa petite enfance. Donc, faire du sport, l'activité physique doit être les 30 minutes de sport, sinon 1h30 en salle, 3 à 4 fois par semaine. Deuxièmement, les faire maigrir parce qu'elles prennent du poids pendant l'allaitement. Après l'accouchement, celles qui font des ovaires polykystiques, en général, elles sont maigres. Et dès qu'elles font la première grossesse, c'est paf, elles prennent un poids. Et pendant l'allaitement aussi. Donc, les faire maigrir, tout simplement de 5 à 10% de leur poids. Voilà les solutions qu'elle donne, professeur Chengriha. C'est les faire maigrir de 5 à 10% du poids. C'est rien. Donc, juste, on va dire, les 2 années ou les 3 années après l'accouchement, il faut retrouver son poids initial avec quel kilo? Vous savez qu'on ne peut pas retrouver son poids initial, mais pour certains, si. Voilà, à peu près, c'est ça. Ne pas laisser le poids s'accumuler, donc au fil des années. C'est de la graisse, et quand la graisse s'installe dans la cellule graisseuse, elle est définitive. C'est difficile à faire partir. Et le défaut, c'est toutes celles qui font des régimes, et c'est des régimes yo-yo. Alors, il y a eu plein, le meilleur régime, on continue à dire, c'est le régime méditerranéen, c'est le nôtre, c'est celui de la Méditerranée. Très bien, on va revenir juste avec ce régime méditerranéen, juste après le jingle, et on revient. Nous, donc, docteur Fatiha Hamoutan, on parlait du régime méditerranéen, donc qui est le meilleur régime à adopter pour être au monde, voilà, pour être en bonne santé, tout simplement. C'est les fibres. On a beaucoup de fibres, donc tout ce qui est fibres. Deuxièmement, les noix, l'amande, les fruits à coque. Les fruits à coque, oui. L'huile d'olive. Les olives, pas très salées, l'huile d'olive, très simple. Le pain, mais complet. Justement, après, on passera au diabète de l'enfant. Ce qui rend les enfants diabétiques rapidement du type 1, c'est justement ce pain raffiné, cette farine, même le gluten. Donc, donc, voilà à peu près dans le régime méditerranéen. Puis les femmes méditerranéennes, nous, par exemple, la Kabylie, que ce soit dans les Aurès, la femme a été quelqu'un qui grimpe, qui sort les animaux, qui grimpe les arbres, qui travaille, qui a toujours travaillé. Et devenir sédentaire, c'est ce qui a pratiquement détruit notre santé. C'est ce qui a, en fait, on va dire, déclenché un petit peu cette épidémie, je dirais de diabète, sans compter aussi, comme on l'a dit, donc le régime méditerranéen, mais il faut dire aussi qu'à côté, il y a énormément donc, de malbouffe, comme on dit aujourd'hui. Boissons sucrées, il n'y a pas mieux. Dieu nous a donné l'eau. La merveille de l'eau. Et l'eau, vous savez que c'est un être vivant qui nous écoute. Donc l'eau est une merveille. Il faut prendre l'eau. L'eau avant qu'elle disparaisse. Certains qu'on disparaisse avec elle. Donc, on a parlé du diabète gestationnel. Est-ce que quand une maman, pendant sa grossesse, a un diabète gestationnel, cela peut se répercuter sur le fœtus, sur l'enfant? Très bonne question. Quand une maman, qu'elle soit diabétique de type 1, elle se fait de l'insuline, elle fait sa grossesse. Quand elle est bien équilibrée pendant la grossesse, l'enfant va naître normal. Le diabète de type 1 n'est pas aussi héréditaire que le diabète de type 2. C'est le diabète de type 2 qui est héréditaire. D'accord. Donc, bien équilibré pendant la grossesse, le meilleur, c'est avant de faire sa grossesse. Avoir une hémoglobine glyquée normale pour celles qui sont diabétiques ou celles qui sont en prédiabète. Donc,
faire du sport, s'équilibrer juste avant de faire la grossesse. Et si on débute une grossesse dans de bonnes conditions, on a c'est pour ça qu'on revoit les femmes diabétiques tous les mois. Tous les mois, à les revoir, à les équilibrer. Il y en a qu'on voit tous les 15 jours, toutes les semaines nous envoient, vous savez, les 6 cycles glycémiques. Eh bien, il n'y a aucun problème parce que tant qu'elles ont une glycémie qui est normale, il n'y aura pas d'endommagement de l'ADN. Parce que qu'est-ce qu'il y a? La glycation. Le fait que le sucre s'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il glyque tout ce qui est protéines. Et donc, il va endommager même les gènes de ces fœtus dans le ventre. D'accord. Ouais, donc, c'est pour ça, non, mais ce qui est bien, c'est que les femmes enceintes, elles viennent à leur consultation, elles savent elles ont un bébé, elles voudraient qu'il soit en bonne santé, on leur explique que c'est ça. Donc, il y a une meilleure prise en charge Et donc, le risque chez la maman qui est mal équilibrée, il est de 50%. Que l'enfant... Donc celle qui dit non, je ne vais pas faire d'insuline, non, je vais rester sous régime, et puis elle vient, elle ne fait pas ses consultations, elle a des fluctuations de ses glycémies, elle est moins équilibrée que celle qui vient régulièrement. Et donc sinon c'est des enfants strictement normaux. Donc un bon suivi et une bonne hygiène peut, on va dire, peut donner une grossesse, on va dire, qui va arriver à terme sans complications. Voilà, avec de l'allaitement. Avec de l'allaitement. Et de l'activité physique pendant toute la grossesse. La culture on va dire, de l'Algérienne, c'est dès qu'on a le test de grossesse, ah, je suis enceinte. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vous dirais de l'expérience de Aïnfla, vous savez que les femmes font beaucoup de sport. Et vous avez des femmes qui font du sport, de l'aérobic, jusqu'à 7 mois. Moi-même, la dernière grossesse, jusqu'à 7 mois de grossesse. Donc, attendez, regardez, vous avez qu'à regarder ce que vous regardez dans les réseaux sociaux ou dans les films américains et turcs ou je ne sais quoi, chinois. C'est des femmes, elles ont le ventre vraiment, et puis elles font du sport. Non, il faut être comme ça, mais bien débuter. Ce n'est pas une maman qui n'a jamais pratiqué de sport. Elle va se mettre à faire du sport, rentrer en salle de sport. Non, pas du tout. Alors, moi, dans ma pratique de tous les jours, alors je me lève de ma chaise et je dis voilà, tu as 30 minutes tous les jours à faire, 10 minutes d'activité physique après ton petit déjeuner, après ton repas de midi et le soir. Alors de la marche pendant 20 minutes et 10 minutes de musculation. De renforcement musculaire. C'est excellent. Avec le travail, inspiration, expiration, les mamans doivent travailler leur inspiration, expiration. En faisant travailler votre cœur, vous avez de la résistance. Le cœur se résiste et donc vous n'aurez pas de problème si vous faites une césarienne, le jour de l'accouchement, tout ce qu'on voit, les problèmes qu'on a pendant la grossesse. Donc faire travailler votre cœur est très important. Donc on va passer maintenant au diabète chez l'enfant. Alors chez l'enfant, c'est professeur Abdelrahman qui a parlé de l'enfant, et même professeur Nouri. Alors même Haddam, l'enfant, le diabète chez l'enfant. Alors, chez l'enfant en général, c'est le diabétique de type 1. Mais dans le type 1, c'est tout simplement une maladie auto-immune qui détruit les cellules bêta du pancréas qui produit de l'insuline. Il y a aussi les diabètes monogéniques, c'est des modifications génétiques. Ça, c'est vraiment un diagnostic. Pour ça qu'il y a des diabètes qui ne se ressemblent pas. Alors, il y a des enfants qui sont diabétiques et qui sont très mal équilibrés, qui ne feront aucune complication. Et d'autres qui sont très bien équilibrés et qui font, après quelques années, toutes les complications. Ça, c'est du diabète monogénique. C'est une autre qualité de diabète. Ensuite, il y a le diabète de type 1 et ensuite arrive le diabète de type 2, de plus en plus jeune. Et plus il rentre diabétique très jeune, plus il va avoir une vie plus longue et donc les complications plus tôt. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, c'est cette vie intra-utérine. On revient à cette maman qui fait, donc, et l'allaitement, essayez d'allaiter et d'éviter, s'il vous plaît, la césarienne. La césarienne. Revient à la césarienne, c'est récupérer tout ce qu'a créé Dieu. Il n'a pas créé. Donc l'accouchement par voie basse, l'enfant récupère du microbiote de la maman qui va justement lui permettre d'être moins obèse. Donc les enfants nés par césarienne ont plus de risques à faire de l'obésité et à faire du syndrome métabolique que l'accouchement par voie basse. Donc essayez d'éviter. Et cette angoisse dans les familles, il n'y a pas que le gynéco. L'angoisse, non, on veut, c'est l'enfant, je veux une césarienne, je veux avoir un enfant à tout prix, donc césarienne. Vous comprenez? Donc le courage, éviter. Bien entendu, Dieu a bien fait les choses. Et il vaut mieux passer par les la voies césarienne. normales. Ça aussi, c'est donc on revient à l'enfant. L'allaitement maternel le protège parce que la maman veut lui donner des anticorps de son environnement, parce que cet enfant va naître
dans l'environnement de la maman, qu'elle va lui donner des anticorps qui va protéger. Et les premières gouttes de la maman n'a pas de prix. Le colostrum, c'est ce qui va protéger l'enfant. Donc, on parlait de diabète de type 2, c'est surtout quand on a une génération de diabétiques, par exemple des grands-parents diabétiques, soit paternels ou maternels. Ensuite, le diabète chez la maman, surtout le côté maternel, parce qu'il y a le passage utérin. Vous savez, l'hérédité, c'est ce que donne le papa, la maman. Oui. Ça donne l'enfant. Mais la maman va le porter pendant 9 mois. Mais ce n'est pas la responsabilité de la maman. Dans notre religion, il nous l'explique très bien Dieu, parce qu'il dit le mar al-hamil, hamil, faites attention, al-murdi'a, al-hamil, al-murdi'a, parce que si elle stresse, si on les stresse au travail, si elle stresse, elle va produire de mauvaises hormones. Qu'elle va transmettre à son cortisol, bébé. adrénaline, noradrénaline, ils sont mauvaises pour le bébé. Donc le fait, et malheureusement, dès qu'une femme, ils ne savent pas que c'est hasana, quand on est gentil, c'est notre religion qui nous le dit. C'est pas une culture à la française, une culture à... Absolument, c'est vrai que ça a du tout, toujours, c'est ça a les toujours fait musulmans, partie. c'est la femme enceinte doit être, c'est hasana, elle peut pas faire à manger parce qu'elle a l'odorat, elle est Ah, vraiment... justement, hier, vous m'avez dit Ouais. un truc extraordinaire. Donc, l'odorat d'une femme enceinte, Alors, l'odorat augmente. Elle devient comme une mouche. Vous savez, la mouche, elle est, je ne sais pas à quel kilomètre, et dès que vous faites de la sardine, elle arrive en... Absolument. Elle sent, la femme enceinte a son odorat qui se multiplie de 400 fois l'état fois, réel. c'est Et si le énorme. mari ne comprend pas ça, elle va détester des odeurs. Elle peut le détester lui, l'aimer. Oui. Et si ces termes, c'est réel. C'est une vraie réelle. Et si donc les 9 mois, les maris, l'entourage de la belle-fille qui est enceinte, le fait d'être gentil avec cette belle-fille les 9 mois, donc elle aura les hormones de bienfaitrice. Donc elle aura cet enfant qui est dans son utérus. C'est l'enfant de tout le monde. C'est le petit-fils qui sera peut-être médecin, qui va traiter sa grand-mère. C'est l'architecte qui va construire la maison de la tante. Donc c'est l'avenir de l'Algérie, cet enfant qui sera demain. Donc le fait d'être très gentil, lui éviter le stress au travail, respecter la femme enceinte, donc ne pas stresser, et elle-même, qu'est-ce que c'est que ces sboua? Sboua, on est tout le temps, allez, on va faire sboua. Donc là, elle, malheureusement, au lieu de s'occuper de l'enfant, qu'est-ce que va faire cette femme? Elle va se dire, je vais aller chez la coiffeuse me teindre les cheveux parce qu'il faut que je sois présentable, 9 mois, je ne me suis pas occupée de moi. Elle va s'éloigner de son enfant. Elle va être dans sa cuisine pour sortir sa plus belle vaisselle parce que la tante qui va arriver, la tombina que je vais préparer. Non, je suis désolée. tout ça, c'est du Ton temps travail, perdu. c'est 3 mois, être proche de l'enfant. C'est pour ça que là, dans le postpartum, on doit aider Généralement aussi dans nos traditions, c'est 40, c'est تكون نفسها 40 يوم. En fait, elle ne sort pratiquement pas de son lit, Très bien. juste pour sa toilette et c'est Non, tout. sortir de son lit, si. Oui, Elle en doit fait, marcher, elle je dit- veux dire, ne pas sortir de chez elle. Ne pas sortir de chez elle. S'occuper mais- du bébé. Voilà, Être à s'occuper l'écoute de du- l'enfant. oui. Parce que l'enfant, le fait de l'allaiter, pourquoi Dieu nous a donné, c'est qu'elle se dénude. Elle est libre, elle met l'enfant sur sa peau, le contact, la sensibilité du sensitive, peau à peau. le contact de l'enfant contre la peau, l'enfant qui regarde quand elle allait à droite, donc il va travailler les hémisphères. Quand elle allait à droite, il travaille l'hémisphère gauche. Quand elle allait à gauche, il travaille l'hémisphère. Donc ça sera un enfant qui sera artistique et vous savez que les hémisphères sont différents. Le fait de l'allaiter que d'un seul côté, vous aurez surtout un enfant matheux ou plutôt artistique. Donc pour faire un savant, il faut faire les deux. Vous voyez, donc s'occuper d'un enfant, c'est un enfant parce que l'enfant, quand il sort de l'utérus rahim, c'est quelque chose dans notre religion. Quand l'enfant sort, la maman, je répète toujours cet exemple, elle est dans la cuisine, l'enfant est dans la chambre, il va pleurer. Si la maman pleure parce que, alors elle a le bébé blues, toutes ses hormones sont à plat pendant les 40 jours. Elle a le retour de son utérus qui a grossi pendant 9 mois, qui va reprendre grâce à l'allaitement sa place, elle va éviter les fibromes, il va éviter. Donc il faut qu'elle soit à l'écoute de cet enfant et aller l'allaiter toutes les 4 heures. Si elle reçoit les invités, donc essayez de ne pas faire. On devrait donc faire un gros travail sur ça. Moi, je le fais dans ma région tous les cas. Très bien. 40 jours, c'est très important pour l'enfant. Et puis, bon, il y a eu tant d'autres. Donc, le diabète, il dit, professeur Abdelrahman, il y a un endommagement de l'ADN. Donc, c'est pour ça qu'il faut les 9 mois de grossesse vraiment continuer par l'allaitement pour que tout se passe très bien. Très bien. Il y a eu...
Oui, on arrive à la fin de notre émission, c'est vraiment, c'est très court, hein. Vraiment, c'est dommage, on n'a pas eu le temps. C'est un réel plaisir de vous avoir et surtout de vous écouter parler donc de cette maladie, surtout tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. On va donner un dernier conseil donc aux téléspectateurs. Alors, pour le diabète gestationnel, s'il vous plaît, quand vous accouchez, n'oubliez pas d'aller voir des spécialisés, ceux qui ont l'habitude, comme ça, ils vous font un dossier, même si vous allez bien, même si le diabète a disparu, il est toujours caché quelque part. Donc, faites un bilan d'abord les 2 premières années. C'est ça le résumé du congrès, c'est les 2 premières années. Attention aux 2 premières années. Donc, vous faites à la 6e semaine, à la 12e semaine, vous faites une AGPO. Ne faites pas que seulement une glycémie. Pour celles qui ont beaucoup de facteurs de risque, allez-y, poussez à faire une AGPO. AGPO, c'est celle où pendant 2 heures, elles prennent quelque chose de sucré et on leur fait la glycémie. Alors, pour celles qui... aussi. L'allaitement et puis beaucoup de sport, l'activité physique. On a surtout de l'allaitement, 2 ans de préférence. Voilà. Merci et une beaucoup. bonne hygiène de vie. Et une bonne hygiène de vie. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup donc de votre attention. Cette émission a été préparée par Marie Makak à la réalisation Nesrine Selmi. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Je vous dis merci de nous avoir suivis et restez